Bonjour à toutes et à tous. Alors que l'Institut Montaigne vient de publier son rapport « Repenser les forces armées face aux crises du XXIe siècle », nous avons aujourd'hui le plaisir d'être reçus ici, au Sénat, par le président Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées, pour répondre à nos questions sur le futur des armées. Eh bien, au jour où nous enregistrons cet entretien, je dirais que ça m'inspire beaucoup d'humilité, car la crise du Covid, qui est une catastrophe mondiale qui aura touché absolument tous les pays, nous invite déjà, dans un premier temps, pour parler de défense, à la plus grande modestie, car qui aurait raconté, il y a 2 ans seulement, le scénario d'horreur que le monde entier est en train de vivre. Et donc, à partir de là, je pense que ce qu'il convient, c'est pour imaginer ce que doit être la défense de demain, c'est au moins de se poser les vraies questions, à défaut d'apporter les bonnes réponses. Et donc déjà, essayer d'identifier d'où viennent les menaces, car la sécurité nationale, c'est bien celle-là. C'est de savoir d'où viennent les menaces, puis après, comment les combattre. Et donc, à travers cet exemple du Covid, on s'aperçoit que l'arme sanitaire peut être beaucoup plus dangereuse qu'un escadron de Rafale ou un régiment de chars. J'ai l'honneur d'être le rapporteur de la loi de programmation militaire. Je considère comme ma mission essentielle d'en assurer la stricte exécution. Car si une loi de programmation militaire, comme son nom l'indique, n'est pas suivie tout au long des années qui s'écoulent des engagements budgétaires qui rythment les différents engagements qui ont été pris, c'est une loi d'intention, elle ne sert à rien. Et donc le travail que nous faisons notamment ici au Sénat, c'est de justement, année après année, de vérifier si cette loi de programmation militaire est bien exécutée. Ça, c'est le premier point. Nous arrivons en 2021 à l'année de l'actualisation de la loi de programmation. Et nous savons bien ce que ces termes recouvrent dans la tradition française. Généralement, on se sert de l'actualisation pour minimiser les effets des lois précédemment votées. Et c'est ce dont je me méfie, et je m'en méfie d'autant plus que le gouvernement n'a pas prévu de revenir devant le Parlement à travers une loi. Il aurait dû y avoir normalement une loi d'actualisation. Il n'y aura pas de loi. Et donc ça veut dire que des menaces peuvent peser sur un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Or ça, ce serait absolument terrible pour le moral des armées, pour leur engagement, pour nos industriels, qui comptent aussi sur les décisions qui ont été prises. Et donc, pour l'instant, dans l'attente de renseignements complémentaires, nous sommes un peu inquiets. Je dis un peu inquiets. Ça veut dire que je crois toujours dans les engagements qui ont été souscrits par le président de la République en disant que cette LPM sera strictement exécutée. Mais je me méfie des nombreuses possibilités qu'il y a de faire diminuer ici ou là des engagements financiers. Or, on sait qu'en matière de défense, les sommes peuvent être très importantes. Et d'expérience pour avoir rapporté le premier projet de loi, je sais qu'il peut y avoir des pièges. Donc, si vous voulez, cette loi de programmation militaire, elle est essentielle parce que nos forces armées ont été éreintées sur le plan budgétaire pendant 20 ans. On en voit le résultat. On a eu à un moment plus de 50% de nos hélicoptères qui étaient scotchés au sol, faute de pièces, de main-d'œuvre, d'entraînement. Voilà des situations qui ne doivent plus arriver. Une armée d'engagement, c'est une armée qui doit être opérationnelle. Et donc mon travail ici, c'est de contrôler si le gouvernement, et je ne lui fais pas de procès d'intention évidemment, mais tient les engagements qui ont été votés par le Parlement. Alors la réponse qu'a donnée le gouvernement, car nous avons fait cette observation bien évidemment quand le plan de relance est sorti, la réponse qui a été donnée par le gouvernement, c'est de dire mais le simple fait d'assurer les engagements de la LPM, compte tenu du 1,7 milliard qui chaque année est rajouté au budget de défense, tient lieu de plan de relance. Alors c'est la tactique du verre à moitié vide, à moitié plein. On peut se satisfaire de cette réponse ou considérer qu'elle n'est pas suffisante. Ce qui est vrai, c'est que une bonne part des industries de défense connaissent et vont connaître de grandes difficultés.
pas simplement à cause du marché français, parce que le marché français en matière de défense est plutôt soutenu, mais nombre de pays n'ont plus ou n'auront plus les moyens, dans les mois et années qui viennent, de soutenir l'effort de défense tel qu'ils avaient décidé de le conduire. Et donc, ce sera certainement une répercussion, notamment sur l'exportation d'un certain nombre de matériel. Donc, face à cette situation, il faut là aussi que le Parlement soit vigilant, de telle sorte que les programmes, les coopérations internationales soient maintenus à leur niveau. Et je pense en cela particulièrement à un programme comme le programme franco-allemand autour du SCAF, du futur chasseur bombardier connecté, ou du MGCS, le futur remplaçant de nos chars, qui doivent être des programmes qui doivent être menés à terme. On sait par exemple que sur ces sujets, il y a actuellement pas mal d'inquiétudes partagées par les industriels et le Parlement sur la bonne volonté de toutes les parties de conduire ce programme. En tous les cas, nous attendons des décisions concrètes sur ce sujet. Mais ça montre qu'effectivement, tant pour la LPM à échéance de son calendrier que pour les programmes plus lointains, il faut tenir ses engagements. Vous savez, les problèmes de la défense, c'est que ce sont des problèmes de temps long. Le président de la République qui vient de décider la construction du 2e porte-avions ne sera sûrement pas le président de la République qui inaugurera le 10 porte-avions. Donc, si vous voulez, toutes les décisions prises aujourd'hui ont des conséquences très lourdes pour l'avenir. Et encore une fois, les 20 ans de réduction de crédit ont été très durement supportés par nos forces armées. Et il faut véritablement être très attentif à l'exécution de cette loi. Alors, il est évident que ces deux domaines font littéralement irruption dans le secteur de la défense, car auparavant, la défense, c'était l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine et un peu la gendarmerie. Et puis maintenant, les choses sont bien différentes, puisque des armes nouvelles et excessivement dangereuses et sources de conflits font irruption, et font irruption à une très grande vitesse d'innovation. Alors, vous avez cité effectivement le cyberespace. Le cyberespace devient un lieu de confrontation qui est évidemment très préoccupant. Les quelques exemples récents où l'on a vu des puissances non identifiées ou mal identifiées, lorsqu'on les a vues pouvoir intervenir dans le déroulement de processus démocratiques et électoraux dans des pays comme les nôtres, pose évidemment des questions. Et je citais récemment l'exemple d'un pays balte qui, chaque année, supporte près de 60 000 attaques cyber qui sont en mesure de mettre à mal soit son système de santé, soit son système commercial et financier. Ceci pose évidemment des interrogations très lourdes et montre que le cyberespace doit entrer dans la panoplie des grandes puissances qui cherchent à assurer leur sécurité. C'est ce que nous faisons. C'est du reste la LPM qui a, pour la première fois, introduit des crédits dûment identifiés dans le domaine du cyber. Mais les sommes à envisager et à mettre en œuvre sont tellement importantes qu'il faut absolument se tourner vers la coopération soit au sein des pays occidentaux, soit à tout le moins au sein de l'Europe, pour que l'Europe puisse assurer sa souveraineté, sa défense et sa sécurité. Mais c'est un sujet de grave préoccupation. Il en est de même pour l'espace, avec des sommes là tout aussi importantes. Moi, j'ai eu l'occasion encore récemment d'aller visiter le centre de Kourou en Guyane, et on voit le niveau extrême de compétences qu'il convient pour maîtriser l'espace. Or, l'espace devient lui aussi un lieu de confrontation où, sans imaginer des histoires qui consistent à organiser sur d'autres planètes des outils de défense, mais on peut imaginer que, par exemple, des satellites qui sont maintenant un outil absolument essentiel de communication, y compris dans le domaine de la défense, que ces satellites soient détruits en plein vol, auquel cas toutes les armes connectées ne serviraient strictement à rien, puisque le satellite ne serait pas là pour en assurer le lien. Donc, aussi bien sur l'espace que dans le cyber, on voit bien qu'il faut y prêter la plus grande attention et essayer de multiplier les coopérations internationales ou européennes. C'est déjà en passe, notamment pour l'espace, bien sûr, mais face aux sommes mises en jeu, un seul pays n'y arrivera pas. Et c'est ce pourquoi, du reste,
Dans le cas précis de la Grande-Bretagne, qui est un pays ami avec lequel de nombreuses coopérations existent, il faudra très vite, dès que ces affaires de Brexit seront dépassées, renouer une coopération sérieuse, car c'est un pays qui a la même vision que nous du rôle des armées, de la sécurité nationale. Donc voilà, si vous voulez, des sujets sur lesquels la coopération doit intervenir avec son troisième complément qui est le renseignement. Car le cyber et l'espace sans des capacités de renseignement, c'est effectivement une erreur que de ne pas le prendre en compte, car nous sommes dans une concurrence violente, qui fait que dans ce domaine, il faut bien évidemment que nous restions très attentifs à ce qui se fait par ailleurs. Car j'ajoute dans ces domaines, que ce soit le cyber, l'espace ou ces armes nouvelles, vous voyez de nouvelles puissances émerger. Vous voyez des pays comme le Japon, comme l'Indonésie, comme le Brésil, faire des progrès à pas de géant dans ces domaines, et il y en a bien d'autres. Et donc, il faut regarder attentivement ce qui se fait. Et puis, partout où nous sommes en confiance, c'est le cas au sein de l'OTAN, ça peut être le cas au sein de l'Europe de la défense ou de la défense de l'Europe, selon la définition que l'on préfère. Il faut que ces coopérations se multiplient pour que, à la fois, nous restions un pays sûr, sécurisé, que nous puissions aider les autres à respecter leur souveraineté, et que ceci, malgré tout, n'absorbe pas la totalité de nos moyens budgétaires, alors que nous allons sortir en très grande difficulté budgétaire au lendemain de la crise du Covid.